Ce que nous allons vous raconter est l'histoire de 3 phrases qui ont réduit au silence une salle pleine de dirigeants mondiaux, bouleversé un sommet mondial et fait douter même l'homme le plus puissant d'Amérique de ses propres paroles. Il s'agit d'un moment où la dignité a affronté l'arrogance, où la force tranquille a submergé le bruit, et où le monde a été témoin de ce qui se passe quand quelqu'un dit enfin ce que tout le monde pensait, mais que personne n'osait exprimer. Ce n'est pas seulement une question de politique ou de diplomatie, mais du moment où la vérité a tranché le prétendu comme une lame à travers la soie, laissant tout le monde sans voix et se demandant « À quoi ressemble vraiment le pouvoir ?» Les sols en marbre du Centre international de conférences de Genève avaient vu leur part d'histoire. Des présidents avaient marché dans ces couloirs, des traités avaient été signés dans ces salles, et le destin des nations avait été décidé derrière ces portes dorées. Mais rien, absolument rien, n'avait préparé le bâtiment à ce qui allait se dérouler ce matin d'octobre frais. Le Forum mondial du développement était le genre d'événement où le champagne coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens, où les poignées de main valaient des milliards, et où l'expression responsabilité mondiale était lancée comme des confettis à un mariage. C'était en fait du théâtre, un théâtre élaboré et coûteux où chacun connaissait ses répliques et jouait son rôle avec une précision exercée. La sécurité était plus stricte que celle d'un coffre-fort de banque, détecteur de métaux, machine à rayons X et assez de gardes armés pour occuper un petit pays. Chaque entrée était surveillée, chaque invité était contrôlé, et chaque conversation était probablement enregistrée. Les autorités suisses ne prenaient aucun risque avec ce rassemblement de puissance mondiale. À l'intérieur de l'auditorium principal, des lustres en cristal projetaient une lumière prismatique sur des rangées de sièges parfaitement disposés. La scène était préparée avec une table en forme de U drapée d'un tissu blanc immaculé, des verres à eau en cristal positionnés avec une précision militaire, et des microphones testés à la perfection audio. C'est là que les voix les plus influentes du monde discuteraient de l'avenir de l'aide internationale, du développement mondial et de ce qu'ils aimaient appeler la prospérité partagée. La liste des invités se lisait comme un qui est qui de l'influence mondiale, des ministres des finances des nations du G7, des présidents de banques de développement, des PDG de compagnies pharmaceutiques et des milliardaires de la tech qui avaient fait fortune alors que la moitié du monde n'avait toujours pas accès à Internet. Ils se mêlaient dans le lobby, échangeant des cartes de visite et des politesses tandis que des photographes capturaient chacun de leurs sourires et poignées de main. Mais il y avait 2 hommes dans cette salle qui ne correspondaient pas tout à fait au moule typique de la diplomatie genevoise. Le premier était Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. À 35 ans, il était jeune selon les standards présidentiels, mais ses yeux portaient le poids de quelqu'un qui avait vu sa part de lutte. Il n'était pas arrivé avec la suite présidentielle habituelle, pas de flotte de SUV noirs, pas d'armée de conseillers lui chuchotant à l'oreille, pas de secrétaire de presse gérant son image. Il était venu discrètement, presque invisiblement, portant son uniforme militaire vert caractéristique au lieu des costumes chers qui remplissaient la salle. Traoré était arrivé au pouvoir par un coup d'État qui avait renversé un gouvernement que beaucoup jugeaient trop proche des intérêts étrangers. Son discours anticolonial et ses appels à la souveraineté africaine en avaient fait un héros pour certains et une menace pour d'autres. Les gouvernements occidentaux le surveillaient nerveusement, ne sachant pas s'il était un réformateur ou un révolutionnaire. Ce sur quoi ils étaient tous d'accord, c'était qu'il était imprévisible, et l'imprévisibilité rendait les diplomates très nerveux. Le deuxième homme était Donald Trump, ancien et actuel président des États-Unis. Il est entré dans le bâtiment comme s'il en était le propriétaire, ce qui, étant donné l'influence de l'Amérique dans les institutions mondiales, n'était pas entièrement métaphorique. Cravate rouge, cheveux parfaitement coiffés et cette démarche caractéristique qui avait dominé la politique américaine pendant près d'une décennie. Son entourage remplissait 2 ascenseurs, agents des services secrets, conseillers politiques, responsables médias et le genre de personnes dont le travail était de s'assurer que leur patron avait toujours l'air d'être la personne la plus importante dans n'importe quelle pièce. La relation de Trump avec l'Afrique avait toujours été compliquée. Ses commentaires précédents sur le continent avaient causé des maux de tête diplomatiques pendant des années, et son approche de l'aide étrangère était transactionnelle au mieux. Il voyait l'assistance internationale comme un levier, un outil pour obtenir des concessions et assurer la conformité. Pour lui, l'aide n'était pas de la charité, c'était un investissement avec des rendements attendus. Les panels du matin s'étaient déroulés selon le script, des remarques préparées sur les objectifs de développement durable, des engagements soigneusement formulés en faveur d'un partenariat continu, et le genre de langage diplomatique qui disait tout et rien en même temps. Le public, un mélange de fonctionnaires gouvernementaux, de représentants d'ONG et de journalistes, hochait poliment la tête et prenait des notes qui ne seraient probablement jamais relues. Mais l'événement principal était prévu pour 14 heures, la responsabilité mondiale et l'avenir de l'aide. C'était le panel que tout le monde était venu voir, mettant en vedette des chefs d'État et des leaders du développement discutant de la prochaine décennie de coopération internationale. Le modérateur, Klaus Müller, un diplomate suisse chevronné, avait modéré des discussions similaires pendant 20 ans. Il pensait avoir tout vu.
Il avait tort. Alors que la pause déjeuner se terminait et que les délégués regagnaient leur place dans l'auditorium, il y avait dans l'air une électricité qui n'était pas là auparavant. Peut-être était-ce la confluence des personnalités, peut-être le poids des défis mondiaux exigeant de vraies solutions, ou peut-être était-ce simplement temps pour quelqu'un de dire ce qui devait être dit. Trump prit place au centre de la table en forme de U, encadré par des dirigeants européens qui maintenaient une distance diplomatique tout en projetant une chaleur collaborative pour les caméras. À sa gauche se trouvaient Emmanuel Macron de France, Olaf Scholz d'Allemagne et Giorgia Meloni d'Italie. À sa droite se trouvaient les dirigeants du Canada, du Japon et de l'Australie, tous parfaitement positionnés, tous impeccablement habillés, tous prêts à délivrer leurs points de discussion préparés. Ibrahim Traoré était assis à l'extrémité éloignée de la table, presque isolé du groupe principal des dirigeants occidentaux. Ce n'était pas un accident. Les arrangements de sièges lors de ces événements étaient calculés au centimètre près. Sa position était symbolique, présent mais périphérique, inclus mais pas central. C'était un rappel subtil des dynamiques de pouvoir qui régissaient les relations internationales. Le modérateur se racla la gorge et commença par les habituelles politesses. Dirigeants distingués, invités d'honneur, nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter de l'un des défis les plus critiques auxquels notre communauté mondiale est confrontée. Comment garantir que l'aide internationale au développement crée un changement durable tout en respectant la souveraineté et la dignité des nations bénéficiaires? C'était le genre de questions qui pouvaient générer des heures de discussion sans produire une seule réponse concrète. Parfait pour les cadres diplomatiques où l'objectif était souvent de paraître productif tout en évitant tout engagement réel. Les premières réponses étaient, comme prévu, sûres. Le Premier ministre canadien a parlé de partenariat et de respect mutuel. La chancelière allemande a souligné les stratégies de développement basées sur des preuves. Le Premier ministre japonais a discuté de l'innovation technologique pour le bien mondial. Chaque déclaration était polie, mesurée et complètement oubliable. Puis Klaus Müller se tourna vers Donald Trump. Monsieur le Président, les États-Unis restent le premier fournisseur mondial d'aide étrangère. Comment voyez-vous le rôle de l'Amérique dans le développement mondial à l'avenir? Trump se pencha vers son microphone et quelque chose changea dans la salle. La diplomatie pratiquée, le langage prudent, les réponses mesurées, tout cela allait être balayé. Vous savez quoi, Klaus, coupons court à toutes ces sottises diplomatiques pendant 1 minute, commença Trump, sa voix portant cette arête familière qui avait défini sa carrière politique. Tout le monde dans cette salle connaît la vérité, mais personne ne veut la dire. Il se leva, repoussant sa chaise avec plus de force que nécessaire. Le grincement résonna dans l'auditorium soudainement silencieux. Nous avons donné à l'Afrique plus d'argent que n'importe quel continent de l'histoire. Écoles, hôpitaux, routes, eau potable, nourriture, vous nommez, nous l'avons payé. Et pas seulement nous, les Américains, mais tout le monde assis à cette table. Les Européens, les Japonais, les Canadiens. Nous avons tous versé des billions de dollars en Afrique au cours des 50 dernières années. Le modérateur se déplaça inconfortablement sur son siège, sentant que cela ne se passait pas selon le format prévu. Monsieur le Président, peut-être pourrions-nous discuter de programmes spécifiques et de leurs impacts mesurables. Trump leva une main, le coupant. Je n'ai pas fini. Parce que voici ce que personne ne veut admettre. Après tout cet argent, après toute cette aide, que recevons-nous en retour? Des plaintes, des critiques et, franchement, du mépris. Un murmure parcourut l'audience. Les caméras zoomèrent sur les visages autour de la table. Certains semblaient mal à l'aise, d'autres fascinés par cette rupture du protocole diplomatique. Regardez cette salle, continua Trump en gesticulant largement. La moitié des infrastructures qui ont permis à ces dirigeants d'être ici aujourd'hui ont été construites avec l'argent de l'aide occidentale. Les aéroports, les routes, les réseaux de télécommunications qui leur permettent de Twitter leurs griefs à notre sujet, nous avons payé pour cela. Il commença à faire les 100 pas, prenant de l'élan comme s'il était à un rassemblement de campagne plutôt qu'à un sommet diplomatique. Et au lieu de la gratitude, au lieu du partenariat, qu'entendons-nous? Néocolonialisme, impérialisme occidental, exploitation structurelle. Donnez-moi une pause. Le président français Macron avait l'air d'avoir avalé quelque chose d'amer. La chancelière allemande fixait intensément ses notes. Mais Ibrahim Traoré restait parfaitement immobile, ses yeux sombres fixés sur Trump avec une intensité presque physique. Certains de ces dirigeants agissent comme s'ils avaient construit leur pays à partir de zéro, continua Trump, sa voix montant comme s'ils s'étaient tirés d'affaire par leurs propres moyens sans l'aide de personne. Mais nous savons tous que ce n'est pas vrai. Nous leur avons offert le progrès sur un plateau d'argent, et le moins qu'ils puissent faire, c'est de dire merci point. Il se tourna et regarda directement Traoré pour la première fois. Certains d'entre vous, jeunes révolutionnaires,
pense pouvoir ignorer l'aide que vous avez reçue et prétendre que vous l'avez fait tout seul. Mais ce n'est pas ainsi que le monde fonctionne. Le succès nécessite de reconnaître les personnes qui l'ont rendu possible. Le silence qui suivit fut assourdissant, non pas le calme poli de la considération diplomatique, mais le silence stupéfait d'une salle pleine de personnes qui ne pouvaient pas tout à fait croire ce qu'elles venaient d'entendre. Le modérateur ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau comme un poisson assoiffé d'air. Finalement, Klaus Müller retrouva sa voix. « Président Traoré, souhaitez-vous répondre à ces commentaires ?» Ibrahim Traoré se leva lentement, sans geste dramatique, sans mouvement théâtraux. Il se leva simplement de sa chaise avec la grâce fluide de quelqu'un parfaitement à l'aise dans sa propre peau. Contrairement à la performance agitée de Trump, l'immobilité de Traoré attirait l'attention par sa simple présence. Il ne se dirigea pas vers le pupitre central, il n'avait pas besoin d'accessoires ou de mise en scène. Il resta exactement où il était, les mains sur les côtés, et parla d'une voix calme qui remplissait pourtant chaque recoin du vaste auditorium. « Vous nous avez donné de l'argent », commença-t-il, chaque mot mesuré et délibéré. « C'est vrai. » La simplicité de cette ouverture prit tout le monde au dépourvu. Pas de préambule diplomatique, pas de langage fleuri, juste une reconnaissance directe des faits. « Mais avec chaque dollar, » continua-t-il, sa voix devenant légèrement plus forte, « vous avez pris notre dignité. » Les mots frappèrent la salle comme une force physique. Les délégués qui vérifiaient leur téléphone levèrent soudain les yeux. Les journalistes arrêtèrent de taper. Même le garde de sécurité semblait se pencher plus près. « Et aujourd'hui, » dit Traoré, ses yeux ne quittant jamais le visage de Trump, « je vous rends les deux. » Le silence qui suivit n'était pas simplement calme, c'était comme un vide, comme si tout l'air avait été aspiré de la salle. Personne ne bougea, personne ne respira. Le seul son était le bourdonnement à peine audible du système de climatisation. L'expression confiante de Trump vacilla pendant un instant, une lueur de confusion, peut-être même de surprise. Il ne s'attendait clairement pas à une réponse aussi directe et inébranlable. « C'est très dramatique », dit Trump, essayant de retrouver son équilibre. Mais le drame ne change pas les faits. Mais Traoré n'avait pas fini. Il fit un pas vers son microphone, sa voix portant désormais jusqu'à chaque recoin de la salle. « L'aide n'est pas de la charité quand elle vient avec des chaînes, » dit-il. Vous construisez des hôpitaux, oui, mais vous écrivez nos politiques de santé. Vous envoyez des céréales, mais vous prenez notre or. Vous fournissez des prêts, mais vous possédez nos ressources. Vous appelez cela de l'aide, nous appelons cela une transaction. Le modérateur regarda désespérément ses notes, cherchant un moyen de reprendre le contrôle de la session. Les autres dirigeants mondiaux étaient assis, figés, pris entre le protocole diplomatique et une fascination sincère pour ce moment sans précédent. Chaque route que vous avez pavée venait avec des conditions, continua Traoré. Chaque école que vous avez construite nous a obligés à acheter vos manuels, à enseigner vos langues, à adopter vos systèmes. Chaque hôpital que vous avez financé devait acheter vos médicaments, se former avec vos méthodes, suivre vos protocoles. Ce n'est pas de la générosité, c'est des affaires. Maintenant, il bougea, faisant 3 pas délibérés vers le centre de la table en forme de U. Sa démarche militaire était évidente dans chaque mouvement, contrôlée, déterminée, impérieuse. Vous parlez de gratitude comme si nous devions remercier la main qui nous nourrit alors qu'elle vole nos enfants. Vous exigez de la reconnaissance pour une aide qui coûte toujours plus qu'elle ne donne. Vous voulez des applaudissements pour une assistance qui nous rend plus dépendants, pas plus libres. Trump se pencha vers son microphone, son visage légèrement crispé. C'est complètement injuste. Nos programmes d'aide ont sauvé des millions de vies. Nous avons empêché des famines, stoppé des épidémies, construit des infrastructures. Traoré leva une main, non pas de manière agressive, non pas de manière dédaigneuse, mais avec une autorité si calme que les mots de Trump s'arrêtèrent simplement en milieu de phrase. Le geste était presque doux, comme un enseignant calmant un élève excité, mais son effet était absolu. « Je ne nie pas que des vies ont été sauvées, » dit Traoré. « Je ne rejette pas les routes, ni les hôpitaux, ni les écoles. Mais je ne prétends pas que ce salut est venu sans prix, ou que le prix était juste. » Il fit une pause, laissant ses mots s'installer. Quand il continua, sa voix portait un poids qui fit pencher tout le monde dans la salle légèrement vers l'avant. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. Il n'a pas besoin de demander de la gratitude ou de lister ses accomplissements. Le vrai pouvoir crée, donne du pouvoir, et puis recule pour laisser les autres s'épanouir. Ce que vous décrivez n'est pas du pouvoir, c'est du besoin déguisé en autorité. L'observation était chirurgicale dans sa précision. Autour de la table,
les autres dirigeants mondiaux se retrouvèrent à examiner leur propre conscience, se demandant s'ils aussi avaient confondu le contrôle avec le leadership, la gestion avec l'autonomisation. Vous vous moquez de nous pour avoir besoin d'aide, puis vous concevez des systèmes qui garantissent que nous aurons toujours besoin de plus d'aide. Vous critiquez notre dépendance, puis vous structurez l'aide de manière à approfondir cette dépendance. Vous vous plaignez de l'ingratitude tout en construisant des relations qui rendent une gratitude sincère impossible. Trump luttait visiblement maintenant, sa confiance habituelle remplacée par l'inconfort de quelqu'un peu habitué à être intellectuellement surpassé en public. « Écoutez, je n'ai jamais dit. » Mais Traoré continua, son rythme maintenant hypnotique, chaque phrase s'appuyant sur la précédente comme des vagues approchant du rivage. La main qui donne peut être généreuse ou possessive. Elle peut ouvrir des portes ou créer des verrous. Elle peut planter des graines ou arracher des racines. Vous avez choisi la possession plutôt que la générosité, les verrous plutôt que les portes, l'arrachage de racines plutôt que la plantation de graines. Les métaphores étaient assez simples pour que tout le monde puisse comprendre, mais suffisamment sophistiquées pour porter des couches de sens. Ce n'était pas seulement de la rhétorique politique, c'était de la poésie avec un but. Et maintenant, vous vous tenez devant le monde, frustré que votre possessivité n'ait pas généré d'amour, que vos verrous n'aient pas créé de sécurité, que votre arrachage de racines n'ait pas produit de gratitude. Vous nous blâmez de ne pas apprécier un cadeau qui n'a jamais été librement donné. L'attaque était dévastatrice précisément parce qu'elle n'était pas en colère. Le ton de Traoré restait mesuré, presque doux. Il ne criait pas, ne gesticulait pas de manière sauvage. Il énonçait simplement des faits avec la clarté de quelqu'un qui avait longuement réfléchi à ces questions bien avant ce moment. Pendant 60 ans, vous nous avez dit que nous étions des enfants ayant besoin de guidance. Vous avez structuré chaque interaction pour confirmer notre dépendance et votre sagesse. Vous avez construit des institutions conçues pour nous aider, mais seulement de manière qui vous rend essentielle à notre progrès. Maintenant, les autres dirigeants mondiaux avaient l'air vraiment mal à l'aise, car bien que Traoré s'adressât directement à Trump, ces mots s'appliquaient virtuellement à l'approche de chaque nation développée en matière d'aide internationale. Puis vous vous demandez pourquoi nous ne vous faisons pas confiance. Vous vous demandez pourquoi les jeunes dirigeants remettent en question vos motifs. Vous vous demandez pourquoi la gratitude que vous attendiez n'a jamais vu le jour. Il fit une autre pause, et dans cette pause, quelque chose changea dans la salle. La dynamique de pouvoir qui avait semblé si claire lorsque Trump parlait s'était complètement inversée. Maintenant, Trump avait l'air d'être celui à qui on faisait la leçon, celui qui était sur la défensive. Mais voici ce que vous ne pouvez vraiment pas comprendre, continua Traoré, sa voix tombant presque à un murmure qui semblait pourtant plus fort que des cris. La dignité ne peut pas être donnée, elle ne peut être que reconnue ou détruite. Vous avez passé des décennies à détruire la nôtre tout en exigeant des remerciements pour ce privilège. Les mots frappèrent comme des coups de marteau, chacun précisément placé pour un impact maximal. Vous nous avez donné de l'argent, oui, mais avec chaque dollar, vous avez pris de la dignité. Vous avez fourni de l'aide, mais vous avez extrait de la souveraineté. Vous avez offert de l'aide, mais vous avez exigé la soumission. Et aujourd'hui, dans cette salle, devant ces témoins, je vous rends les deux. Les dernières phrases vinrent avec l'inévitabilité du lever du soleil, comme si tout ce qui s'était passé avant n'avait été que la construction vers ce moment de clarté absolue. Nous n'avons plus besoin de votre main secourable si elle est attachée à un bras contrôlant. Nous ne voulons plus de votre assistance si elle nécessite notre diminution. Nous n'acceptons plus votre charité si le prix est notre dignité. Puis vinrent les 3 phrases qui briseraient Internet, qui seraient citées dans les livres d'histoire, qui définiraient ce moment pour les générations à venir. Vous nous avez donné de l'argent, mais avec chaque dollar, vous avez pris de la dignité. Et aujourd'hui, je vous rends les deux. Le silence qui suivit était au-delà de toute description. Ce n'était pas seulement que les gens avaient cessé de parler. C'était comme si le concept même de son avait été suspendu. Le temps semblait gelé, les respirations retenues, les cœurs en pause entre les battements. Trump se tenait là, la bouche légèrement ouverte, peut-être pour la première fois de sa carrière politique, complètement sans voix. L'homme qui avait construit sa marque sur le fait de ne jamais reculer, de ne jamais admettre de faiblesse, de ne jamais concéder un point, se tenait silencieux et d'une certaine manière plus petit qu'il ne l'avait été quelques instants auparavant. Autour de la table, les dirigeants mondiaux étaient assis, fascinés. Certains avaient l'air choqués, d'autres mal à l'aise, mais tous reconnaissaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose d'inédit. Ce n'était pas seulement un échange diplomatique qui avait dévié du script. C'était une dynamique de pouvoir fondamentale qui était réécrite en temps réel. Le public de délégués, de journalistes et d'observateurs était assis dans une immobilité absolue.
Les écrans de téléphone qui clignotaient avec des mises à jour des réseaux sociaux étaient maintenant sombres et oubliés. C'était le genre de moment qui exigeait une attention totale, le genre de confrontation qui serait rappelé longtemps après que les détails politiques auraient été oubliés. Klaus Müller, le modérateur, avait l'air d'un homme regardant son dîner soigneusement planifié s'enflammer spontanément. Il avait des notes préparées pour toutes les directions possibles que la conversation pouvait prendre, mais rien ne l'avait préparé à ce niveau de vérité brute et non filtrée. Finalement, après ce qui semblait être des heures mais n'était probablement que 30 secondes, Trump tenta une réponse. Sa voix, lorsqu'elle vint, manquait de sa conviction habituelle. C'est une perspective très intéressante, dit-il, les mots sonnant creux même à ses propres oreilles. Mais je pense que nous devons examiner les résultats réels de nos programmes d'aide, les résultats mesurables, les vies qui ont été améliorées. C'était une tentative désespérée de revenir sur un terrain plus sûr, de ramener la conversation vers des statistiques et des détails politiques où il pourrait retrouver son équilibre. Mais le moment était passé au-delà de telles retraites. Traoré n'interrompit pas cette fois. Il attendit simplement, laissant les mots de Trump s'évanouir dans le silence, démontrant par sa patience qu'il n'avait pas besoin de rivaliser pour l'attention ou de se battre pour l'espace. Son point avait été fait, et il tiendrait, quelle que soit la réponse qui suivrait. Lorsque Trump termina sa tentative de réplique, Traoré parla une fois de plus, ces derniers mots de l'échange. Les chiffres nous disent ce qui s'est passé, la vérité nous dit pourquoi cela s'est produit. Aujourd'hui, j'ai offert la vérité. Demain, nous créerons de nouveaux chiffres. Et sur ces mots, il s'assit. Le modérateur, reconnaissant que toute tentative de poursuivre le panel serait anticlimax au mieux, appela à une pause. Mais personne ne bougea. Les délégués restèrent assis, fascinés, essayant encore de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Les journalistes se précipitèrent pour capturer des citations et des réactions, tandis que les caméramens zoomèrent sur les visages autour de la salle, documentant des expressions de choc, d'admiration, d'inconfort et d'émerveillement. En quelques minutes, les écrans de téléphone commencèrent à s'allumer dans tout l'auditorium. Les notifications des réseaux sociaux résonnaient sans cesse alors que des vidéos de l'échange commençaient à circuler. Le hashtag je rends les deux commença à devenir viral avant même que le modérateur n'ait officiellement mis fin à la session. L'équipe de Trump s'agita nerveusement, échangeant des conversations urgentes sur le contrôle des dégâts et les stratégies de réponse. Mais que pouvait-il dire? Comment tourner un moment de clarté cristalline, une articulation si parfaite de vérité inconfortable? Pendant ce temps, Traoré était assis calmement à sa place, ne se vantant pas de son triomphe ni ne semblant anxieux des conséquences. Il avait l'air d'un homme qui avait simplement fait ce qui devait être fait, dit ce qui devait être dit, et était maintenant prêt à passer à ce qui viendrait ensuite. Alors que les délégués commençaient à quitter l'auditorium, beaucoup s'arrêtèrent pour serrer la main de Traoré ou lui offrir des mots de soutien discrets. D'autres s'approchèrent plus prudemment, comme s'ils n'étaient pas sûrs que l'association avec lui pourrait comporter des risques politiques à la maison. Une jeune journaliste de la BBC réussit à rattraper Traoré alors qu'il quittait le bâtiment. « Monsieur le Président » appela-t-elle, trottinant pour suivre son pas mesuré. C'était une confrontation incroyable là-dedans. Êtes-vous préoccupé par les répercussions diplomatiques? Craignez-vous que de telles critiques directes ne nuisent aux relations du Burkina Faso avec les donateurs occidentaux? Traoré s'arrêta, se tournant vers elle avec la même intensité calme qu'il avait affichée tout au long du panel. La peur des conséquences est ce qui nous a gardés silencieux pendant 60 ans, dit-il simplement. Mais le silence face à l'injustice n'est pas de la diplomatie, c'est de la complicité. Le monde change. Les jeunes partout sont fatigués des mensonges polis et des compromis confortables. Ils veulent la vérité, même quand la vérité est inconfortable. Mais qu'en est-il des programmes d'aide qui pourraient être coupés en réponse à vos commentaires? Insista la journaliste. Ne craignez-vous pas l'impact sur votre peuple? Pour la première fois depuis la confrontation, Traoré sourit, non pas avec suffisance, mais avec une véritable chaleur. Mon peuple a survécu au colonialisme, au programme d'ajustement structurel, aux crises de la dette et à des décennies d'assistance condescendante. Nous survivrons à la transition vers la dignité. En fait, nous prospérerons. La journaliste griffonna frénétiquement des notes, reconnaissant que chaque mot de cet homme serait analysé et cité pendant des mois. « Avez-vous un message pour les autres dirigeants africains qui regardent cela ?» demanda-t-elle. « Le même message que j'ai pour les dirigeants partout, » répondit Traoré. « Dites la vérité. Servez votre peuple. Souvenez-vous que le respect ne peut pas être exigé, il doit être gagné par des actions, pas par des mots. » Et sur ces mots, il s'éloigna, laissant la journaliste et un nombre croissant de badauds debout sur les marches du Centre international de conférences de Genève,
essayant de comprendre ce qu'ils venaient de voir. En quelques heures, la confrontation avait explosé sur toutes les plateformes de médias sociaux. La vidéo a été partagée des millions de fois, doublée et sous-titrée dans des dizaines de langues. Les réseaux d'information du monde entier ont ouvert leur bulletin du soir avec cette histoire. Les rédacteurs en chef luttaient pour capturer la signification du moment, tandis que les analystes politiques débattraient de ses implications à long terme. À Washington, les conseillers de Trump travaillaient frénétiquement pour élaborer une réponse qui pourrait d'une manière ou d'une autre sauver la situation. Mais comment répondre à une critique si précise et dévastatrice sans paraître défensif ou vindicatif? En Afrique, la réaction fut immédiate et écrasante. De Lagos à Le Caire, de Johannesburg à Nairobi, les gens regardaient la vidéo avec un mélange de fierté, d'étonnement et d'espoir. Enfin, voici un dirigeant qui avait dit ce qu'ils pensaient tous depuis des décennies, mais qu'ils n'avaient jamais entendu articuler avec tant de puissance sur une telle scène. Les étudiants universitaires organisaient des soirées de visionnage, les influenceurs des médias sociaux créaient des vidéos de réaction, les artistes commençaient à créer des murales et des œuvres d'art numériques inspirées par ce moment. La phrase « Je rends les deux » est devenue un cri de ralliement pour les mouvements de dignité à travers le continent et au-delà. Mais peut-être la réaction la plus révélatrice est venue d'autres dirigeants mondiaux. Dans des conversations privées au cours des jours suivants, beaucoup ont admis que les mots de Traoré les avaient forcés à affronter des vérités inconfortables sur leurs propres approches des relations internationales. Certains ont commencé à réévaluer discrètement les programmes d'aide et les stratégies diplomatiques, reconnaissant que les anciens modèles pourraient ne plus être durables dans un monde où les jeunes dirigeants étaient de plus en plus réticents à accepter le mépris déguisé en assistance. La confrontation à Genève avait duré moins de 15 minutes, mais ses répercussions se feraient sentir pendant des années. Elle marquait le moment où l'ordre post-colonial avait commencé à se fissurer, où l'hypothèse de l'autorité morale occidentale avait commencé à s'effriter, où une nouvelle génération de dirigeants s'était annoncée avec clarté et courage. Ibrahim Traoré était arrivé à Genève en tant que président d'un petit pays africain enclavé. Il en était reparti comme la voix d'un mouvement, l'incarnation d'un nouveau type de leadership qui refusait d'échanger la dignité contre l'assistance, le respect contre les ressources, ou la vérité contre le confort. Le monde ne serait plus tout à fait le même. Et peut-être était-ce exactement ce dont il avait besoin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En fait, ce qui s'est passé ensuite prouverait que les mots, lorsqu'ils sont prononcés avec une conviction absolue, peuvent effectivement remodeler la réalité. 3 jours après Genève, quelque chose d'inédit a commencé à se dérouler. Cela a commencé discrètement, presque imperceptiblement, dans les couloirs du pouvoir où les vraies décisions sont prises, loin des caméras et des microphones. À Berlin, le chancelier Schulz a convoqué une réunion d'urgence avec ses ministres du développement. Le sujet n'a pas été officiellement enregistré, mais des sources proches de la discussion ont révélé plus tard que le dirigeant allemand avait été profondément affecté par les paroles de Traoré. Nous devons examiner si nos programmes d'aide permettent réellement aux bénéficiaires de s'autonomiser ou s'ils les rendent simplement plus dépendants de nous, a-t-il été cité comme disant. En une semaine, l'Allemagne a annoncé un examen complet de ses initiatives de développement africaines, avec un accent sur ce qu'ils ont appelé des partenariats centrés sur la dignité. Des conversations similaires avaient lieu dans les capitales de toute l'Europe et l'Amérique du Nord. Le président français Macron, qui était resté figé pendant la confrontation de Genève, a admis en privé à ses conseillers les plus proches que Traoré avait articulé quelque chose que nous avons tous essayé d'ignorer. La France a commencé à restructurer discrètement ses relations avec ses anciennes colonies africaines, bien qu'elle ait pris soin de ne pas le présenter comme une réponse directe à l'incident de Genève. Même à Washington, où l'équipe de Trump était encore en train de gérer les retombées, les diplomates de carrière et les spécialistes du développement ont commencé à avoir des conversations franches sur le fait de savoir si l'approche américaine de l'aide étrangère atteignait ses objectifs déclarés ou perpétuait simplement les problèmes qu'elle prétendait résoudre. Mais la véritable révolution se produisait en Afrique elle-même. À Accra, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a regardé la vidéo de Genève 3 fois avant de convoquer son cabinet en session d'urgence. Ce jeune homme a dit ce que nous pensons tous depuis des décennies, a-t-il déclaré à ses ministres. La question est, que allons-nous faire à ce sujet? En quelques jours, le Ghana a annoncé son intention de renégocier plusieurs accords d'aide, en particulier ceux qui comportaient des exigences politiques qui s'appellent la souveraineté nationale. Le ministre ghanéen des Finances a été cité comme disant « L'aide devrait renforcer notre capacité à nous gouverner nous-mêmes, pas l'affaiblir ». Des mouvements similaires ont commencé à émerger sur tout le continent. Au Kenya, les étudiants universitaires ont organisé d'énormes rassemblements en soutien à ce qu'ils appelaient la doctrine de la dignité. Au Nigeria, l'artiste influ de l'Afro-Béa, Burna Boy, a sorti une chanson intitulée « Je rends les deux » qui échantillonnait l'audio du discours de Traoré et est rapidement devenu un hymne pour les jeunes Africains exigeant le respect de leurs partenaires internationaux. L'explosion sur les réseaux sociaux était sans précédent.
Le hashtag Je rends les deux était en tendance dans plus de 40 pays. Mais ce n'était pas seulement les Africains qui partageaient le contenu. Les jeunes du monde entier, en Amérique latine, en Asie et même en Europe, ont commencé à utiliser cette phrase pour remettre en question leurs propres expériences avec les politiques d'aide et de développement condescendantes. Un moment particulièrement puissant est survenu lorsqu'un groupe de dirigeants indigènes d'Amérique latine a publié une vidéo en réponse au discours de Traoré. Ce que vous avez dit à Genève, a déclaré Maria Santos, une militante bolivienne des droits des indigènes, s'applique à chaque communauté à qui l'on a dit qu'elle avait besoin d'être sauvée par les mêmes personnes qui ont créé leurs problèmes en premier lieu. La phrase « développement centré sur la dignité » a commencé à apparaître dans des articles universitaires, des propositions politiques et des documents de l'ONU. Les organisations internationales de développement se sont retrouvées à réviser en urgence les déclarations de mission et les conceptions de programmes pour répondre à ce qui était appelé le défi de Genève. Pendant ce temps, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré faisait face à une pression différente. Son téléphone sonnait constamment avec des demandes d'interview de la part des grands médias internationaux, CNN, BBC, Al Jazeera, France 24. Tout le monde voulait capturer davantage de la magie qui avait électrisé Genève. Mais Traoré est resté sélectif, n'acceptant que les interviews où il pouvait discuter d'alternatives politiques substantielles plutôt que de simplement rejouer la confrontation. Lors d'une interview particulièrement révélatrice avec Zeinab Badawi de la BBC, il a expliqué sa philosophie. L'objectif n'était jamais d'humilier qui que ce soit ou de rejeter toutes les formes de coopération internationale. L'objectif était d'établir que la coopération doit se faire entre égaux, et non entre bienfaiteurs et bénéficiaires. Lorsque vous traitez quelqu'un comme perpétuellement dans le besoin, vous lui volez l'agence de devenir vraiment indépendant. Mais tout le monde ne célébrait pas. Les groupes de réflexion et les instituts politiques occidentaux ont commencé à publier des articles remettant en question si l'approche de Traoré était réaliste ou durable. La Fondation Héritage a publié un rapport intitulé « Les dangers du nationalisme de l'aide », tandis que le Conseil des relations extérieures a mis en garde contre la montée du sentiment anti-occidental déguisé en mouvement de souveraineté. Les intérêts corporatifs étaient particulièrement nerveux. Les compagnies minières, les conglomérats agricoles et les géants pharmaceutiques qui avaient structuré leurs opérations africaines autour de relations de dépendance à l'aide ont commencé à voir leurs modèles économiques remis en question. Les prix des actions de plusieurs grandes entreprises avec une exposition significative en Afrique ont chuté de manière notable dans les semaines suivant Genève. La réponse corporative la plus dramatique est venue de Total Energy, le géant pétrolier français qui avait des opérations étendues en Afrique de l'Ouest. Le PDG Patrick Pouyanné a tenu une réunion d'urgence du conseil d'administration pour discuter de ce qu'il appelait l'effet Traoré sur leurs opérations régionales. Des documents internes plus tard divulgués à la presse ont révélé que l'entreprise envisageait de se retirer de plusieurs pays africains où il craignait que la nouvelle politique de dignité ne menace leurs accords préférentiels. Cette anxiété corporative n'était pas infondée. Au Tchad, le président Mahamat Déby a annoncé que son gouvernement réviserait tous les contrats de l'industrie extractive pour s'assurer qu'ils fournissaient une valeur équitable pour leurs ressources et le respect de leur souveraineté. Des annonces similaires sont venues des dirigeants du Gabon, de la Guinée équatoriale et de la République démocratique du Congo. Les implications économiques étaient stupéfiantes. Bloomberg a estimé que si même la moitié de l'Afrique subsaharienne mettait en œuvre le type de politique la souveraineté d'abord prônée par Traoré, cela pourrait rediriger des centaines de milliards de dollars de revenus de ressources loin des multinationales et vers des programmes de développement nationaux. Mais peut-être la réponse la plus révélatrice est venue de la Chine, qui avait observé discrètement tout le drame se dérouler. Contrairement aux puissances occidentales qui avaient réagi de manière défensive à la critique de Traoré, Pékin a vu une opportunité. Les responsables chinois ont commencé à tendre la main aux dirigeants africains, offrant ce qu'ils appelaient un véritable partenariat basé sur le respect mutuel et la prospérité partagée. L'approche chinoise était sophistiquée. Plutôt que de critiquer directement les modèles d'aide occidentaux, ils offraient simplement des alternatives. Nous ne vous demandons pas de changer vos systèmes politiques, a déclaré le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, à un rassemblement de ministres africains du commerce. Nous n'exigeons pas que vous adoptiez nos valeurs. Nous voulons simplement faire des affaires en tant qu'égaux. Cela a mis les gouvernements occidentaux dans une position impossible. Plus ils critiquaient les exigences irréalistes de Traoré en matière de dignité et de respect, plus ils renforçaient son argument selon lequel il voyait les dirigeants africains comme des enfants incapables de prendre leurs propres décisions. Plus ils insistaient sur le fait que leur aide ne venait avec aucune condition, plus il devenait évident que ces conditions avaient toujours existé. Trump, quant à lui, luttait contre une crise d'identité politique. Sa marque avait toujours été construite sur la projection de force, sur le fait de ne jamais reculer, sur le fait d'avoir toujours le dernier mot. Mais Genève l'avait rendu sans voix, et plus il restait silencieux, plus son silence était interprété comme une concession. Ses conseillers étaient divisés.
Certains l'exhortaient à redoubler d'efforts, à attaquer Traoré plus agressivement et à défendre les programmes d'aide américains plus fermement. D'autres soutenaient que toute réponse ne ferait qu'attirer davantage l'attention sur l'incident et donner à Trump l'air d'être sur la défensive. La décision a été prise pour lui lorsque l'animateur de Fox News, Tucker Carlson, a diffusé un segment intitulé L'ingratitude d'Ibrahim Traoré. Le segment était censé défendre Trump et attaquer le président du Burkina Faso, mais il a lamentablement échoué. Le ton condescendant de Carlson et les statistiques soigneusement choisies sur l'aide américaine à l'Afrique n'ont fait que renforcer l'argument original de Traoré sur le paternalisme occidental. La réaction a été rapide et brutale. Les dirigeants afro-américains, qui étaient restés silencieux pendant la confrontation initiale de Genève, ont maintenant parlé avec force. Lorsque vous rejetez les préoccupations légitimes d'un dirigeant africain concernant la dignité et le respect, a déclaré l'activiste des droits civiques, le révérend Al Sharpton, vous n'attaquez pas seulement lui, vous attaquez le principe fondamental selon lequel tous les êtres humains méritent d'être traités sur un pied d'égalité. Le caucus noir du Congrès a publié une déclaration soutenant l'appel du président Traoré à des relations internationales centrées sur la dignité. Plusieurs célébrités afro-américaines, dont Oprah Winfrey et Michael Jordan, ont utilisé leur plateforme pour amplifier le message de Traoré. Encore plus dommageable pour Trump a été la réaction des jeunes politiciens républicains qui ont vu une opportunité de se distancier de ce qu'ils considéraient comme des approches dépassées des relations internationales. Le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, souvent mentionné comme un potentiel candidat à la présidence, a prononcé un discours à l'université de Georgetown appelant à un nouveau modèle de leadership américain qui autonomise plutôt que patronne nos partenaires internationaux. Le moment de Genève avait créé un réalignement politique que personne n'avait anticipé. Les divisions traditionnelles gauche-droite semblaient moins pertinentes lorsque l'enjeu central était de savoir si les relations internationales devaient être basées sur le respect mutuel ou la domination hiérarchique. Cela est devenu encore plus clair lorsque des voix inattendues ont commencé à soutenir la position de Traoré. Les politiciens libertariens, qui s'opposaient normalement à l'aide étrangère, se sont retrouvés à louer son appel à la dignité et à l'autosuffisance. Les activistes progressistes, qui soutenaient traditionnellement une augmentation de l'assistance au développement, ont commencé à remettre en question si une telle aide autonomisait réellement les bénéficiaires ou perpétuait la dépendance. L'impact intellectuel a été tout aussi profond. Les universités ont commencé à offrir de nouveaux cours sur la théorie du développement postcolonial et les relations internationales centrées sur la dignité. Les conférences académiques, qui s'étaient auparavant concentrées sur l'efficacité de l'aide, ont commencé à explorer des questions d'agence des bénéficiaires et d'autodétermination. Un article particulièrement influent publié dans Foreign Affairs par la Kennedy School de Harvard soutenait que Traoré avait identifié un défaut fondamental dans la pensée du développement international de l'après-Seconde Guerre mondiale. Nous avons opéré sous l'hypothèse que de bonnes intentions justifient des méthodes paternalistes, a écrit la docteure Sarah Chen, auteure principale de l'article. Mais comme l'a démontré le président Traoré, les bénéficiaires de notre aide ont leur propre perspective sur ce qui constitue une assistance genuine par rapport à un contrôle subtil. Le monde des affaires s'adaptait aussi, mais pas toujours de manière que les entreprises occidentales apprécient. Une nouvelle génération d'entrepreneurs africains a commencé à construire des entreprises explicitement conçues pour réduire la dépendance à l'égard de la technologie, du financement et de l'expertise occidentaux. Le mouvement des solutions africaines pour des problèmes africains a pris de l'ampleur avec des startups réussies dans les domaines de la fintech, de l'agriculture et des énergies renouvelables, prouvant que le continent pouvait en effet innover et se développer sans une orientation externe perpétuelle. Un exemple particulièrement réussi a été une entreprise kenyane de technologie agricole qui a développé des semences résistantes à la sécheresse spécifiquement adaptées aux conditions de l'Afrique de l'Est. Au lieu de s'appuyer sur des institutions de recherche et des entreprises semencières occidentales, elles ont établi des partenariats avec des universités locales et des communautés agricoles traditionnelles. En 2 ans, leurs innovations étaient adoptées dans toute la région, créant des milliers d'emplois et réduisant l'insécurité alimentaire sans nécessité d'aide étrangère. Des histoires comme celle-ci ont commencé à apparaître régulièrement dans les médias économiques internationaux, remettant en question le récit selon lequel le développement africain nécessitait une intervention occidentale. The Economist a publié un article de couverture intitulé « Le dividende de la dignité de l'Afrique », documentant comment les pays qui adoptaient des politiques la souveraineté d'abord attiraient en fait plus d'investissements et obtenaient de meilleurs résultats de développement que ceux qui restaient dépendants. Mais la validation la plus puissante du message de Traoré est venue d'une source inattendue, la prochaine génération de dirigeants africains eux-mêmes. En Afrique du Sud, Julius Malema, le dirigeant controversé des combattants pour la liberté économique, a organisé un sommet continental intitulé « Dignité et développement, la nouvelle voie de l'Afrique vers l'avant ». Malgré la rhétorique souvent diviseuse de Malema, le sommet a attiré des dirigeants modérés de tout le continent qui étaient sérieux dans la mise en œuvre de stratégies de développement basées sur la souveraineté. La déclaration finale du sommet était remarquable pour sa spécificité.
Plutôt que de simplement critiquer les relations d'aide existantes, elle décrivait des alternatives concrètes. Des accords commerciaux continentaux qui réduiraient la dépendance aux marchés externes, des programmes de transfert de technologie qui développeraient les capacités locales au lieu de la dépendance perpétuelle, et des politiques d'extraction des ressources qui garantiraient une compensation équitable pour la richesse naturelle de l'Afrique. Plus significativement encore, le sommet a annoncé la création d'un fonds africain pour la dignité, un véhicule d'investissement continental qui fournirait un financement pour le développement sans les conditions politiques généralement attachées à l'aide occidentale. Le fonds a été initialement capitalisé à hauteur de 50 milliards de dollars avec des contributions des gouvernements africains, des communautés de la diaspora et des investisseurs privés qui croyaient au potentiel du continent pour un développement autodirigé. Le premier investissement majeur du fonds a été dans les infrastructures d'énergie renouvelable à travers la région du Sahel, y compris le Burkina Faso. Mais contrairement au projet de développement typique, celui-ci a été conçu, mis en œuvre et géré entièrement par des institutions africaines. Le symbolisme était aussi important que l'impact pratique. L'Afrique prouvait qu'elle pouvait résoudre ses propres problèmes lorsqu'on lui donnait les ressources et le respect pour le faire. Les réactions internationales à ces développements ont révélé les profondes anxiétés que le discours de Genève de Traoré avait exposées. La couverture médiatique occidentale était souvent dédaigneuse, remettant en question si les institutions africaines avaient la capacité de gérer de tels projets à grande échelle efficacement. Mais ces critiques ne faisaient que renforcer le point de départ sur les attitudes paternalistes. Des observateurs occidentaux plus réfléchis ont reconnu que quelque chose de fondamental était en train de changer. Ce que nous observons, a écrit Thomas Friedman dans le New York Times, n'est pas un sentiment anti-occidental, mais une confiance pro-africaine. Il y a une différence, et notre capacité à comprendre cette différence déterminera si nous restons des partenaires pertinents ou devenons des observateurs irrelevants. La transformation se produisait à plusieurs niveaux simultanément. Alors que les gouvernements renégociaient les accords d'aide et que les entreprises restructuraient les opérations africaines, les citoyens ordinaires de tout le continent intériorisaient un nouveau sens des possibilités et de la valeur personnelle. Dans les universités de Lagos à Addis Abeba, les étudiants ont commencé à organiser des célébrations de la Semaine de la Dignité, mettant en vedette des discussions sur l'identité post-coloniale, la souveraineté économique et l'autodétermination. Ce n'étaient pas des rassemblements anti-occidentaux en colère, mais des explorations réfléchies de ce à quoi pourrait ressembler un véritable partenariat. Peut-être plus important encore, les conversations se propageaient au-delà de l'Afrique. Au Bangladesh, les dirigeants étudiants ont commencé à remettre en question pourquoi leur pays acceptait une assistance au développement qui venait avec des exigences d'achat de biens et de services auprès des pays donateurs. En Bolivie, les communautés indigènes ont commencé à exiger que les ONG internationales travaillant sur leur territoire opèrent en tant que partenaires plutôt qu'en tant que bienfaiteurs. Les principes de Genève, dignité, souveraineté, respect mutuel et véritable partenariat, devenaient un cadre mondial pour repenser les relations de développement international. 6 mois après la confrontation, Ibrahim Traoré a été invité à s'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies. Le discours était très attendu, les dirigeants mondiaux curieux de voir s'il maintiendrait son approche confrontative ou adopterait un ton plus diplomatique maintenant qu'il avait obtenu une reconnaissance mondiale. Ce qu'ils ont obtenu était quelque chose de plus sophistiqué que les deux extrêmes. Traoré a utilisé sa plateforme à l'ONU non pas pour attaquer les politiques d'aide occidentale, mais pour articuler une vision positive de ce à quoi pourrait ressembler la coopération internationale si elle était basée sur le respect mutuel plutôt que sur la charité hiérarchique. Nous ne rejetons pas le partenariat, a-t-il déclaré aux délégués assemblés. Nous rejetons le paternalisme. Nous ne refusons pas l'assistance, nous refusons l'hypothèse selon laquelle l'assistance nécessite la reddition de la dignité. Nous ne nous opposons pas à la coopération, nous nous opposons à l'idée que la coopération signifie que certaines nations doivent toujours être donatrices tandis que d'autres doivent toujours être bénéficiaires. Le discours a décrit des propositions politiques spécifiques, des programmes de transfert de technologie qui développeraient les capacités locales au lieu de la dépendance perpétuelle, des accords commerciaux qui permettraient aux pays en développement d'ajouter de la valeur à leurs ressources avant l'exportation, et des cadres d'investissement qui privilégieraient le partenariat à long terme plutôt que l'extraction à court terme. Mais le moment le plus puissant est venu à la fin, lorsque Traoré a abordé les implications plus larges du principe de dignité. Lorsque nous parlons de dignité, nous ne parlons pas seulement de la relation de l'Afrique avec l'Occident. Nous parlons d'un principe fondamental qui devrait régir toutes les interactions humaines, la reconnaissance que chaque personne, chaque communauté, chaque nation a une valeur inhérente qui ne peut être échangée contre un bénéfice matériel. Ce principe s'applique aux communautés indigènes des Amériques, aux minorités ethniques en Asie, aux familles de la classe ouvrière en Europe et en Amérique du Nord. La dignité n'est pas une question africaine, c'est une question humaine. L'ovation debout a duré près de 5 minutes, menée non seulement par les délégués africains, mais aussi par des représentants du monde entier, y compris certains des pays développés qui reconnaissaient l'applicabilité universelle du message de Traoré. Au cours de l'année qui a suivi,
La doctrine de la dignité est devenue un cadre reconnu dans la théorie des relations internationales. Les facultés de droit ont commencé à enseigner des cours sur le droit international basés sur la dignité. Les écoles de commerce ont offert des programmes sur le commerce mondial centrés sur le respect. Même les militaires ont commencé à incorporer les principes de dignité dans leur formation sur la coopération internationale et le maintien de la paix. La confrontation de Genève avait duré moins de 15 minutes, mais ses répercussions continuaient à remodeler les relations internationales de manière que personne n'aurait pu prédire. Ibrahim Traoré n'avait pas seulement défié Donald Trump, il avait défié tout un système de pensée sur le pouvoir, le partenariat et la dignité humaine qui avait dominé la politique mondiale pendant des décennies. Le monde avait effectivement changé. Et peut-être était-ce exactement ce dont il avait besoin. Mais que se passe-t-il ensuite lorsque la dignité affronte le pouvoir sur la scène mondiale? Que se passe-t-il lorsque des continents entiers refusent d'échanger le respect contre des ressources? Et comment la communauté internationale s'adapte-t-elle lorsque les anciennes règles d'engagement ne sont plus acceptables pour une nouvelle génération de dirigeants qui refusent d'être reconnaissants pour leur propre diminution? Que pensez-vous lorsque quelqu'un dit enfin la vérité que tout le monde pensait mais que personne n'osait dire? Est-ce que cela change tout? Et lorsque la dignité affronte l'arrogance sur la scène mondiale, pouvons-nous tous sentir le sol se dérober sous nos pieds? Faites-nous savoir dans les commentaires ce que ce moment signifie pour vous. Et n'oubliez pas de vous abonner, car la semaine prochaine, nous plongeons dans ce qui s'est passé lorsque Traoré est entré dans ce tribunal français et a affronté le pouvoir corporatif avec rien d'autre que la vérité et un sens inébranlable de la justice. L'histoire que vous allez entendre vous montrera que parfois, l'arme la plus puissante contre l'injustice n'est pas la violence ou la richesse, c'est simplement le refus de se taire lorsque tout le monde s'attend à ce que vous restiez silencieux.